la loi définit les droits et devoirs de l'humanité ainsi que les conséquences des erreurs commises. Sans la loi, ce serait comme une route sans feu de signalisation, l'humanité agirait à sa guise et le crime deviendrait incontrôlable. Kevin, un avocat en Floride, est en train de défendre une affaire d'agression sexuelle. La plaignante pleurait à chaudes larmes, racontant comment elle a été agressée par son professeur. Kevin, en tant que défenseur de l'accusé, doit réfuter les accusations. Mais ce qui le laisse sans voix, c'est que dans une affaire aussi grave, le professeur accusé faisait des exercices en salle d'audience, prouvant ainsi que tout ce que la fille disait était vrai. Kevin demande immédiatement une suspension d'audience et se précipite aux toilettes pour exprimer sa colère. En tant qu'avocat reconnu de la petite ville, Kevin avait remporté 64 victoires. Mais en découvrant que le professeur était un menteur, il se sentait profondément honteux. Devrait-il continuer à défendre ce salaud? C'est à ce moment-là qu'un journaliste entre dans la pièce. Les deux se connaissent bien et le journaliste taquinait sans cesse Kevin, en disant que le record d'invincibilité d'un jeune avocat allait bientôt prendre fin. Kevin était d'abord déchiré, mais après avoir entendu ces mots, son désir de gagner s'enflamma. Pour l'honneur et la gloire, Kevin choisit d'abandonner la morale. Il transforma le dessin que la fille avait fait en pleine crise émotionnelle en preuve de diffamation contre l'enseignant. Grâce à son éloquence, il fit passer la fille pour une menteuse, et le juge fut convaincu par cet argument et libéra immédiatement le professeur. Kevin était rongé par sa conscience. Pour détendre son mari, sa femme Marie l'emmena célébrer dans un bar. Alors qu'il profitait de la soirée, un avocat influent s'approcha de Kevin et déclara qu'il travaillait pour le meilleur cabinet d'avocats de New York. Il invita sincèrement Kevin à les rejoindre. Les avantages étaient si impressionnants que Kevin ne pouvait pas refuser. C'est ainsi qu'ils partirent pour New York avec Marie, et remportèrent leur premier procès là-bas. Kevin passa l'examen avec succès, et l'avocat influent l'emmena au cabinet, qui semblait modeste mais très prestigieux. Il expliqua à Kevin l'histoire éclatante du cabinet. C'est là que Kevin rencontra John, le patron, un homme très distingué qui dégageait une aura de succès. En voyant le talent de Kevin, John souhaita l'intégrer à son équipe, mais avant cela, il voulait encore observer le caractère de Kevin. L'avocat influent arrangea un logement pour le couple dans le plus luxueux immeuble d'avocats de New York. Plus le rang est élevé, plus l'étage est haut. Kevin et Marie furent logés au 3e étage, dans un appartement sobre mais très élégant. Ce genre de logement est généralement réservé aux associés, ce qui montrait à quel point John admirait Kevin. Kevin et Marie étaient ravis. Un tel mode de vie, ils n'auraient jamais osé l'imaginer avant. Maintenant, ils étaient devenus des grands, sans plus de tracas, et ils pouvaient se concentrer sur leur travail. Après avoir officiellement commencé, sous les conseils de John, une assistante assigna une affaire à Kevin. L'accusé était poursuivi pour avoir abattu des chèvres et porté atteinte à la santé publique. Normalement, c'était une affaire perdue d'avance, mais Kevin devait la défendre. C'était un test pour évaluer ses compétences. Avant le procès, Kevin visita les lieux du crime et découvrit que l'accusé était un adepte d'une secte, et qu'il avait tué les chèvres lors d'un rituel. Après cela, il fit une démonstration devant Kevin. Il demanda le nom de l'avocat de l'accusation et planta un clou en fer dans une langue de bœuf. Peu de temps après, le procès commença. Kevin aborda le sujet à partir des aspects de la sécurité alimentaire et des rituels religieux, livrant une défense de foi assez brillante. Lorsque ce fut au tour de l'avocat du plaignant de parler, il sembla comme étouffé, incapable de dire un mot. C'est ainsi que Kevin remporta l'affaire de façon inattendue. John était très content et complimenta Kevin avec enthousiasme, manifestant une réelle affection pour ce jeune homme. Ce soir-là, Kevin et sa femme furent invités à un dîner, une première pour eux dans un cercle aussi prestigieux, ce qui les rendait plutôt nerveux. Marie demanda à Kevin de ne pas trop s'éloigner d'elle, mais pendant qu'ils discutaient, Kevin fut appelé à part par un homme. Pendant ce temps, Kevin fit la connaissance d'une collègue très séduisante. Ils semblèrent immédiatement connectés, comme s'ils avaient toujours eu une infinité de sujets à aborder. De son côté, John engagea la conversation avec Marie. Cependant, ses propos paraissaient très étranges, contrastant avec son apparence et ses origines, il mélangeait admiration et une légère condescendance. Marie, comme hypnotisée, accepta ses compliments. Pendant que Kevin discutait avec sa nouvelle collègue, John intervint soudainement pour dire qu'il avait des affaires à discuter avec Kevin. Apparemment, un cabinet venait de prendre un dossier complexe. Un magnate de l'immobilier local était accusé d'avoir assassiné sa femme, son beau-fils et un domestique. John souhaitait que Kevin prenne en charge cette affaire, malgré les réticences du directeur général, ce qui ne changea en rien la décision de John. D'abord un peu inquiet, Kevin, voyant la confiance que son patron lui accordait, accepta la tâche avec enthousiasme. Kevin était content, mais Marie, elle, sombra dans la dépression. Lorsqu'ils vivaient dans leur ville natale, elle avait encore un travail qui lui donnait un sens. Le lendemain matin, John et Kevin rencontrèrent le magnate. En apprenant que Kevin allait assurer sa défense, le magnate demanda immédiatement un autre avocat. Heureusement, Kevin, avec ses compétences professionnelles, parvint à le convaincre après quelques échanges. Les deux hommes se donnèrent rendez-vous pour le lendemain. Pendant ce temps, Marie, se sentant ignorée, rejoignit des voisines pour une séance de shopping compulsif. Si je ne peux pas avoir ton attention, alors je vais dépenser tout ton argent. Pourtant, alors que les voisines essayaient des vêtements,
Marie fut témoin d'une scène terrifiante. De retour à la maison, elle s'effondra complètement. Toutes ces expériences l'amenèrent à envisager de retourner dans leur ville natale, mais Kevin, dont la carrière était en pleine ascension, refusa catégoriquement. Il opta pour une solution simple à leurs problèmes, mais un événement étrange se produisit, le visage de Marie se transforma subitement en celui de la séduisante collègue. Pris de panique, Kevin la repoussa d'un coup. Juste au moment où la situation allait dégénérer, Marie retrouva son apparence normale. Résultat, ni l'un ni l'autre n'était satisfait, et leur relation intime resta en suspens. Le lendemain, Kevin se rendit chez le magnate pour discuter des détails du dossier, mais ce dernier portait une arme en secret, craignant une vengeance. Cette attitude révélait clairement une culpabilité. Kevin réalisa que si quelqu'un découvrait cette faiblesse, même le meilleur avocat ne pourrait pas gagner le procès. Le soir même, Kevin invita sa mère pour tenir compagnie à Marie. Alors qu'ils montaient dans l'ascenseur, ils croisèrent John. Pour une raison obscure, dès qu'elle aperçut John, la mère de Kevin devint extrêmement mal à l'aise. Le lendemain matin, elle avait déjà fait ses valises pour rentrer chez elle. Kevin, désemparé, insista pour qu'elle reste afin de prendre soin de Marie. Pendant ce temps, la date du procès approchait. Kevin est toujours dans un état préoccupant. Pour l'aider à déstresser, John l'emmène faire la fête tous les jours. En raison du manque d'attention de son mari, l'état mental de Marie devient critique. Elle commence à imaginer des scènes terrifiantes. En attendant les résultats des examens à l'hôpital, elle découvre qu'elle ne peut vraiment pas avoir d'enfant. Kevin tente de réconforter sa femme. Mais à ce moment-là, le magnate l'appelle. L'affaire est à un moment crucial. Kevin doit à nouveau quitter Marie. En réalité, le magnate a caché des choses importantes. Il a un accord marital avec sa femme. En cas d'infidélité, il doit partir sans rien. Sous la pression de Kevin, le magnate admet avoir eu une liaison avec sa secrétaire. Il avait précédemment refusé de révéler la vérité pour ne pas nuire à sa réputation. Après avoir entendu cela, Kevin a eu une idée. Il faut prouver que le jour du meurtre, le magnate était avec sa secrétaire. Avec un alibi, il pourrait gagner le procès. La première audience commence donc. Kevin présente le magnate comme un homme infidèle. Avec quelques exagérations, tout le monde tourne en dérision le magnate. Ensuite, il doit faire venir la secrétaire pour témoigner. Mais ce qui fait craquer Kevin, c'est que le maudit magnate a encore menti. Le jour du crime, il n'était pas avec la secrétaire. Il a dit cela car ils avaient tout prévu ensemble. Cela signifie que le magnate a bien tué quelqu'un. La conscience de Kevin le tourmente. Alors qu'il ne sait plus quoi faire, John, devenu coach de vie, revient à la charge. Mais poussé par l'opportunisme, Kevin a tout de même convoqué la secrétaire, permettant ainsi au véritable meurtrier d'échapper à la justice. Kevin a gagné le procès, mais à peine le temps de se réjouir, il apprend que Marie a des problèmes. L'état de Marie est très grave. Elle arrive à l'église enroulée dans une couverture, voyant enfin son mari. Elle commence à pleurer en lui racontant comment John l'a agressée. Kevin, complètement stupéfait, se rend compte que John a été à la cour toute l'après-midi, donc comment a-t-il pu faire ça à Marie? Pour prouver qu'elle ne ment pas, Marie révèle son corps couvert de blessures. À cet instant, Kevin est dévasté, mais il ne soupçonne pas John. Il pense toujours que Marie s'est fait ça elle-même. Allongée sur le lit, Marie se repent. La raison pour laquelle leur couple en est arrivé là, c'est à cause de l'argent. Bien qu'il sache que les mauvais paient, il continue à les défendre. L'argent mal acquis fait du mal à tous. Ensuite, un agent vient voir Kevin, indiquant que le cabinet d'avocats n'est pas simple. Bien qu'ils semblent se concentrer sur les procès, ils sont aussi impliqués dans le trafic d'armes. Ils participent au commerce d'armes chimiques et blanchissent de l'argent pour plusieurs pays. Récemment, le directeur a voulu dénoncer le cabinet, mais il a été tué sans raison. Pour la justice, l'agent espère que Kevin dénoncera John. Kevin, déjà accablé, n'a pas le temps de se préoccuper d'autre chose. Dans un dernier effort, l'agent révèle une autre affaire. L'ancien professeur a été arrêté car le corps d'une petite fille a été trouvé dans sa voiture. Kevin, choqué, reste sans voix. Il ne s'attendait pas à ça. Alors qu'une situation se calme, un nouvel incident arrive avec Marie. En se regardant dans le miroir, elle voit l'assistant de Kevin se transformer en démon. En perdant son sang-froid, Marie chasse tout le monde de la chambre puis ramasse un morceau de miroir brisé. Dans le regard incrédule de Kevin, elle choisit de se donner la mort. En attendant l'arrivée du médecin, Marie était déjà hors de portée. Cependant, les paroles que la mère dit à Kevin par la suite sont encore plus choquantes. Personne ne s'attendait à ce que John soit en fait le père biologique de Kevin. Cela explique pourquoi Kevin a pu venir à New York et recevoir tant de soins de sa part. Kevin est en train de se briser complètement. Il doit trouver John pour obtenir des réponses. Quand un fils retrouvé se présente, John admet tout avec franchise, y compris le fait qu'il ait agressé Marie. Kevin explose de colère en un instant. Kevin est abasourdi. Cela, c'est vraiment un être humain? Il questionne John sur son identité. John se moque d'abord de lui, puis déclare qu'il a trop de noms. Certains l'appellent le diable, d'autres le désignent comme Satan. Kevin ne peut pas croire ce qui se passe. Tout ce que Marie a vu et entendu était vrai. John, quant à lui, pense ne pas avoir tort, car il a donné à Kevin de nombreuses chances. Mais ces réponses étaient des choix faits par Kevin. La vanité est le péché originel préféré de John. En parlant de cela, une belle femme s'est approchée. En fait, elle est aussi l'enfant de John,
la demi-sœur de Kevin. Les enfants de John sont innombrables. Au cours des milliers d'années, seuls Kevin et cette femme ont été les plus prometteurs. C'est pourquoi il a pensé à les unir, pour donner naissance à l'incarnation du diable parfaite, afin de détruire toutes les belles choses du monde. Cependant, à condition que Kevin se sente coupable, car la moindre imperfection entraînerait un échec de l'union. En voyant que Kevin n'est pas impressionné, elle se déshabille complètement. Elle pensait pouvoir le séduire, mais en réalité, c'était la dernière once de conscience de Kevin. C'était aussi son ultime choix pour se racheter. Le plan de John s'effondre. La colère se transforme en flamme et l'entoure. La belle femme subit les conséquences et est carbonisée. À l'instant suivant, John prend l'apparence de Kevin. Avec un cri de rage, tout revient à la normale. Dans les toilettes, Kevin réfléchit à s'il doit continuer à défendre l'enseignant malveillant. Il entend un journaliste se moquer de lui. Immédiatement, il prend une décision. De retour au tribunal, il embrasse Marie puis annonce son retrait de l'affaire. La salle d'audience est en émoi. Même si cela coûtera beaucoup à Kevin, pour la justice, n'importe quel prix est justifié. En sortant du tribunal, un journaliste le rejoint. Il souhaite réaliser une interview avec Kevin. Le titre serait « La crise de conscience de l'avocat ». Il est convaincu que cela fera un tabac. Après un bref moment d'hésitation, Kevin accepte finalement. Le film explore la cruauté originelle de l'humanité et l'incapacité de résister à la tentation. Les forces du mal sont des objets, et l'homme doit leur faire face. Lorsqu'il affronte ces forces du mal, il doit soit accepter de devenir un démon, soit refuser. Tout dépend du libre arbitre. Si la vanité est le plus grand péché, alors chacun est un fils de Satan. Que ce soit par la tentation du diable ou par vanité intérieure, une fois le choix fait, des conséquences correspondantes en découlent. Même si on recommence, la plupart des gens continueront à faire de mauvais choix. Donc, il faut garder une bonté et une droiture dès le début. S'efforcer de faire ce qui est juste et apprendre à se contrôler. Ne pas se laisser distraire par l'intérêt personnel, laissant ainsi le démon réfléchir à son sort. Voilà, c'est tout pour le récap d'aujourd'hui. Laissez-moi votre avis en commentaire. À plus.